Bonjour, je suis Bénédicte Amba et je suis présentement à l'auberge francophone. Je suis étudiante au Collège Boréal en travail social et je suis là pour une recherche à l'auberge francophone, Toronto, précisément à Etobicoke. Et voici Monsieur Jean-Pierre, le coordonnateur à auberge francophone. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame Bénédicte. Merci de m'avoir accordé ce temps. Et je suis là pour un interview avec vous et c'est une petite recherche. Je peux commencer avec les questions? Je vous en prie. Merci. Quel a été selon vous le plus grand et principal besoin auquel répondait l'organisme à l'époque de sa constitution? Une très bonne question. L'organisme d'abord a été créé depuis 1999 par, je m'excuse, des Congolais et plutôt par des minorités. Il y avait des Congolais, il y avait des Rwandais et puis il y avait presque le bassin de l'Afrique centrale. Et ils se sont dit, ils ont vu effectivement à ce temps-là, vous savez, il y avait des organismes traditionnels, des guides traditionnels qui étaient là, qui donnaient des services aux immigrants. Mais ils ont finalement compris qu'il y avait certains besoins qui les représentaient, mais que cet organisme ne pouvait pas satisfaire. Et là, par l'identification de besoins spécifiques par rapport aux minorités raciales, par rapport à leur culture, à leur mode de vie, à leur façon d'accueillir, à leur façon de s'exprimer, ils ont fini par comprendre qu'il fallait qu'ils puissent créer cet organisme. Voilà le besoin le plus grand. Nous dirons globalement, le besoin était tout besoin que les minorités peuvent présenter, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les jeunes et que ce soit aussi pour la famille. Et voilà pourquoi c'est ça le grand besoin plutôt auquel l'organisme a voulu apporter des services qui puissent combler ces derniers. Merci. Quel genre de clientèle dessert votre organisme? Et c'est comme je le dis, notre clientèle se regroupe en 4 groupes, comme vous pourrez le voir sur notre emblème. Nous avons d'abord la famille qui arrive, et nous avons effectivement les hommes, parce que quand nous parlons de la famille, nous pensons que l'homme occupe une grande place, parce que d'une manière ou d'une autre, même ici au Canada, l'homme est reconnu comme un chef de la famille. Et que si l'homme a des besoins, ses besoins sont satisfaits, je crois que d'une manière ou d'une autre, de manière indirecte, les besoins de la famille en partie seront aussi satisfaits. Et après, les hommes, nous avons les femmes, nous avons des services que nous accordons uniquement aux femmes, et nous avons des services qui vont à la jeunesse. La jeunesse, nous avons 8 à 12 ans et nous avons 13 à 18 ans. Merci. Quelle est la structure de votre organisme comme un membre, disons un comité exécutif seulement, et comme le nombre précisément du comité exécutif, un directeur général, quel est le directeur général, et aussi savoir le membre constituant les CA? L'organisme
a des institutions. La première institution qui dirige l'organisme, c'est l'Assemblée générale, qui se tient une fois l'an, où tous les membres de l'organisme se rassemblent pour traiter des questions d'orientation de l'organisme. Et après l'Assemblée générale, nous avons les conseils d'administration qui est pour le moment qui est composé par 7 membres. Et je crois qu'à l'Assemblée générale prochaine, on est en train de proposer de diminuer les nombres pour que ça puisse aller à 5. Et à part l'Assemblée, les conseils d'administration est dirigé par un président qui se nomme Moulema, Jean Moulema. Et à part les conseils d'administration, nous avons l'équipe de l'auberge, nous avons la direction générale. Cette direction générale, elle a 2 grandes parties. La première partie, c'est le siège où nous sommes ici, où nous avons des services qui sont pour l'orientation, les services pour l'information, sont des services pour, n'est-ce pas, tous ces services-là. Il faut préciser si le mandat de l'auberge dans un premier temps, c'était un mandat traditionnel, recevoir les gens dans leurs premiers besoins. Mais au fur et à mesure, nous avons changé de cap parce que cette communauté, on ne va pas dire que son besoin d'être accueilli est diminué, mais ça ne sert à rien de l'accueillir seulement. Et finalement, on ne la va pas prendre sa place dans la roue de développement de la société. C'est pourquoi le mandat est, quoi que nous continuons à offrir des services d'intégration, mais beaucoup plus maintenant avec une nouvelle vision de l'intégration socio-économique. J'insiste beaucoup sur le mot économique, puisque nous serons satisfaits si les clients que nous recevons, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il arrive à se trouver un travail, il arrive à payer les taxes à ce pays-ci, il arrive à jouer vraiment le rôle qu'il est censé jouer dans la communauté. Donc, notre service phare, c'est l'information et la sensibilisation par rapport à ce qui se passe dans la société d'accueil pour qu'ils puissent s'armer. Et là, il y a plusieurs gammes d'ateliers que nous offrons. Et après, il y a aussi les suivis. Nous, à part le siège, nous avons, dans la direction générale, nous avons la maison d'accueil. La maison d'accueil qui fournit aux nouveaux immigrants un logement temporaire à coût réduit, même ceux qui n'ont pas assez de fonds, et ils peuvent se taper un loyer dans cette maison d'accueil. Et dans cette maison d'accueil, il y a toutes sortes de services qui sont là par rapport à jumelage, connaissance de la communauté, et les aiguillages, et tout ça, c'est tout dedans. Donc, bref, Assemblée générale, conseil d'administration, direction générale avec le siège et la maison d'accueil. Merci. Et vous avez de bénévoles Ça, c'est une très bonne question. L'auberge francophone, si, vous savez, dans le temps, quand l'auberge s'est tapé le mandat de l'immigration, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu comprendre la motivation de se taper ce mandat. Et on a toqué des portes même de bailleurs de fonds qui n'arrivaient pas à comprendre que les minorités avaient des besoins spécifiques. Aussi longtemps qu'il y avait des organismes traditionnels qui offraient des services aux immigrants, ils nous renvoyaient à ces organismes.
Mais on ne pouvait pas arrêter l'action aussi longtemps que nous, les minorités, on sentait que les besoins étaient, parce que nous-mêmes, en arrivant, nous avons senti ces besoins-là et qui n'ont pas été satisfaits. Alors, c'est ainsi que l'auberge francophone a opéré pendant 5 ans sans recevoir un sou du gouvernement. Puisque, comme je l'ai dit, il y avait ce qu'ils ont appelé autrefois, et quand vous allez, on vous dit, vous faites des dédoublements, n'est-ce pas? C'était vraiment l'embargo. Alors, c'est ainsi que l'auberge, les membres de l'auberge sont réunis, ils ont dit non, nous allons mettre l'accent sur les bénévolats. Tout d'abord, parmi les fondateurs, nous avons la directrice générale actuelle, Mme Julie Tété, qui a opéré longtemps comme bénévole à l'auberge. Et moi qui vous parle, effectivement, je fais aussi ces bénévolats aussi pendant quelques années. Et il y en avait d'autres aussi, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par l'auberge, qui sont venus prêter main forte à l'auberge. Beaucoup de membres de la communauté qui sont passés à l'auberge et qui ont donné de leur temps dans les bénévolats. Donc, au niveau de l'auberge, les bénévolats a une place de choix, parce que sans bénévolat, l'auberge n'aurait pas pu exister. C'est pourquoi même aujourd'hui, quand nous engageons au niveau de l'auberge, nous n'obligeons pas, mais nous présentons cet aspect. Parce que nous avons grandi, nous avons créé cette organisation avec l'esprit de bénévolat. Et vous pouvez dire, je vous engage, vous dites que, ben écoute, volontairement, moi je vous donne 2 heures sur 10 heures que vous me donnez. On vous paie 10 heures, mais 2 heures vous nous donnez bénévolement. Et ça se fait fréquemment et nous encourageons ça. Et il y a même des gens qui ne travaillent pas à l'auberge, mais qui viennent seulement pour donner leur temps de bénévoles. Voilà un peu la place des bénévoles. Nous avons l'auberge sans bénévoles jusqu'aujourd'hui. Ce sont des bénévoles qui font beaucoup de travail. Les cités est entretenues par un bénévole. Et notre technique est opérée par des bénévoles. Et l'administration même est tenue par des bénévoles. Et aujourd'hui, nous pourrons nous dire que sans les bénévoles, on ne pourra pas fonctionner. Okay. Donc, si je comprends bien, le nombre de bénévoles est plus que 5 personnes dans le bénévolat au centre auberge. Non, aujourd'hui, au moment où nous parlons, si j'ai une bonne mémoire, l'auberge totalise tout au plus une moyenne de 15 bénévoles. Okay. Mais il faut citer qu'il y a au moins 6 qui sont beaucoup plus fréquents, mais au total, nous en avons 15. Ok, merci. Votre organisme a-t-il des partenaires communautaires ou d'autres organismes avec lesquels il collabore directement ou indirectement? Oui, l'auberge met un accent particulier sur le partenariat. Nous avons une stratégie de partenariat. C'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de gens nous posent des questions. Comment se fait-il que vous arrivez à pouvoir réunir vos clients facilement? Vous avez vos ateliers, on trouve beaucoup de clients. Nous avons une stratégie. Nous avons tout d'abord une stratégie de créer ce qu'on appelle des partenariats clés. Nous avons des partenaires, nous sommes partenaires avec, parlons du Collège Boréal, qui est d'ailleurs un grand partenaire et qui nous a assistés depuis très longtemps. Et nous avons, à part Collège Boréal, nous avons les cités Sénégal plutôt, parce que nous recevons aussi des étudiants qui viennent du Sénégal, nous collaborons avec eux aussi. Et nous avons Clendon qui travaille avec nous, à nous référant des bénévoles traducteurs.
Et avec l'université à Aïsson, nous sommes en train de voir comment, ils nous ont déjà sollicité de temps en temps, nous sommes en train de voir comment finaliser ça. Et nous travaillons aussi, je ne sais pas, il faut parler de partenariat, mais nous collaborons avec des journaux de la place, Express, Métropolitain, nous collaborons avec, des fois, ils viennent couvrir nos activités gratuitement. Et nous assistons aussi à leur forum aussi, s'ils ont des activités, hein, nous y assistons aussi. J'ai oublié de citer City Collégiale, hein, c'est une institution avec laquelle nous collaborons aussi. Bon, à part, nous avons la Radio-Canada, je m'excuse, c'est une institution avec laquelle nous collaborons beaucoup plus, nous assistons à leur consultation, et puis eux aussi couvrent certaines parties de nos manifestations, et en passant, ils ont même, nous avons un documentaire qui est Mon cœur et une bombe, qui a été réalisé par Radio-Canada et par le biais de Mediatic Inc., où on va voir les difficultés que les hommes connaissent dans ce pays. Et vous savez que le Belge conduit un projet de besoins spécifiques aux hommes. Et nous sommes là, nous apparaissons dans ce documentaire. Alors, à part nous avons des organismes qui travaillent aussi dans les différents secteurs. Nous parlons de l'AFO, le Belge francophone est membre de l'AFO, le Belge francophone est membre de l'UPMRF, le Belge francophone travaille avec, comment dirais-je, les autres organismes qui opèrent dans le secteur de l'immigration. Et le Belge francophone travaille avec des églises communautaires. N'est-ce pas? Et c'est très important pour nous. Ce sont des grands partenaires avec lesquels on travaille. Et à part les églises communautaires, le Belge francophone travaille avec des leaders des communautés. Vous voyez, vous savez qu'on a été formé par, le Belge francophone a été mis en place par les différentes communautés. Je parlais de la communauté congolaise, la communauté camerounaise, il y a la communauté rwandaise, il y a la communauté togolaise, il y a toutes ces communautés-là. Et nous ne négligeons pas. Et nous assistons à leurs manifestations, ils viennent, nous les invitons aussi, nous connaissons leurs problèmes, nous compatissons avec eux. Et voilà, pour nous, le partenariat, c'est la clé en tout. Si vous ne tissez pas de partenariat, mais vous ne pouvez pas... Et ça, j'ai cité seulement pour Toronto. Et là, nous avons des partenaires aussi à Windsor, nous avons le partenaire, nous avons la place de partage, nous avons la place Concorde où nous coopérons avec tous les organismes qui sont là. Nous avons des partenaires à London, n'est-ce pas? Nous avons l'ACFO London, nous avons certaines communautés latino de London avec lesquelles nous travaillons. À Ottawa, nous avons effectivement des partenaires qui sont avec nous aussi là-bas. Et tout cela de la même manière que j'ai cité. Ok, merci beaucoup. Et depuis combien de temps votre organisme collabore-t-il avec ses partenaires? Donc, je veux un peu que vous puissiez me préciser si c'est moins de 12 mois ou depuis une année à 4 ans ou 5 ans, plus que ça. Non, c'est plus de... Parce que le Belge francophone totalise maintenant 14 ans. Je pourrais dire, ce partenariat, nous les avons tissés au fur et à mesure, mais il faut dire une moyenne de 10 ans. Ok, merci. Et êtes-vous satisfait de cette collaboration? Et pourquoi? Oui. Satisfait de la collaboration, on ne peut jamais être totalement satisfait, mais jusque-là au moins, ça marche bien, sauf que nous savons qu'il y a des fois, il y a des problèmes ne manquent jamais, vous savez. Il y a un problème qui est réel et qu'il faut se dire.
surtout par rapport aux organismes traditionnels. Oui. Si c'est un partenariat avec un organisme traditionnel, c'est pas facile. Oui. Puisque des fois, certains vous prennent comme des adversaires. Bizarre, une chose qui ne devait pas se faire. Oui. Puisque nous militons pour le bien-être de cette province, mais il arrive malheureusement que vous tendez la main à un partenaire au niveau, comment dirais-je, pour une certaine activité, mais malheureusement, vous sentez que les portes vous sont fermées. Oui. Mais en général, il faut dire que nous, ça va parce que voilà, nous sommes ici. Des fois, je peux faire une activité à London parce que j'étais partenaire là-bas et tout s'est fait sans que je sois là. À Windsor, je peux le faire. À Ottawa, je peux le faire. C'est grâce à tous ces partenariats. Oui. Et si vous vouliez évaluer cette collaboration ou ces partenariats sur une échelle de 10, combien vous pourrez, comme entre 1 et 10, est-ce que Je donnerai 10, 7. 7. Parlez-moi un peu de la méthode de dotation de votre organisme. Donc, quel genre de processus utilisez-vous pour recruter les candidats rémunérés et bénévoles? Oui, ça c'est une très bonne question. À l'ONG francophone, prenons d'abord pour les candidats rémunérés. Il est vrai que les postes sont affichés. Nous avons toute une stratégie d'embauche, n'est-ce pas, qui est tracée dans notre manuel des ressources humaines. Les postes sont affichés. Et puis, les candidats envoient leur résumé. Il y a une équipe qui étudie, n'est-ce pas, ce résumé, qui en choisissent des candidats qui peuvent venir passer leur interview. Et après l'interview, et les candidats, on va sélectionner le meilleur. Mais il faut dire une chose. Souvent, pour l'efficacité de l'action, l'auberge francophone favorise beaucoup plus le recrutement interne. Supposons que, comme vous êtes, pendant certaines heures, vous dites que je vais donner mes heures volontairement à l'auberge, et que vous vous imprégnez de la culture de l'auberge, vous vous imprégnez de la manière de fonctionner de l'auberge. Et nous pensons que si vous donnez satisfaction, au lieu d'aller chercher, c'est bien qu'on va vous demander de passer aussi l'interview. Parce que s'il y a un qui présente beaucoup d'aptitudes que vous comprenez. Mais nous ne ferons pas l'œil sur ça, le recrutement interne. S'il y a quelqu'un qui est valable, qui est là, je crois que ce serait mieux de partir avec la personne que d'aller chercher ailleurs. Donc, la procédure d'embauche, elle est normale, est-ce qu'on me dit, affiche des candidatures, des postes et les descriptions des tâches. Et puis, nous avons réception de résumés, et nous avons les interviews, et puis nous avons la sélection du candidat mérite. Okay, alors, je n'ai pas parlé pour les bénévoles. Ouais. Pour les bénévoles, les bénévoles nous sont référés souvent par le service social. Ouais. Nous demandons effectivement des références pour savoir que le bénévole n'est pas quelqu'un qui est d'une mauvaise vie. Mais si on nous le réfère, n'est-ce pas? Et ça, c'est la question la plus importante, puisque vous ne pouvez pas accepter n'importe qui, étant donné que nous touchons à des données personnelles. Et il faut s'y rassurer que la personne que vous recevez, c'est quelqu'un qui est compétent et qui est normal. Et souvent, nous ne faisons pas de... Je sais qu'il y a certaines institutions qui exigent les check-up. Les check-up pour la police, nous exigeons quand un bénévole peut arriver à vouloir manipuler les informations privées des personnes.
Mais si c'est un bénévole qui doit venir pour, je sais pas moi, faire des fax, répondre au téléphone, ou bien, je sais pas moi, nous aider avec d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, je crois que nous cherchons avec la référence des filles sociales, nous pensons que c'est assez suffisant parce qu'ils font déjà les check-up. Et s'ils viennent de la communauté, nous devons savoir qui les a référés, la personne qui les réfère, d'où est-ce qu'ils viennent. Et souvent, il y a des gens qui viennent à peine, qui arrivent. C'est là, ils n'ont pas encore de casier judiciaire. Voilà comment nous recrutons. Et puis, souvent, nos bénévoles nous sont référés. Comme aujourd'hui, là, il y a un forum à Sénégal. Les gens sont là, ils parlent aux gens, ils parlent de notre philosophie. Ceux qui se sentent libres souvent, nous accueillons des stagiaires, comme nous accueillons pour Boréal, nous accueillons aussi pour le Sénégal. Et des gens qui veulent solliciter dans des forums, nous en parlons de notre forum. Et les gens peuvent nous solliciter ainsi, mais souvent, on nous réfère par les autres institutions.